Bonjour à tous, petite vidéo sur l'italien afin de synthétiser quelques notions à la relecture du polycopier. Je me disais qu'il était bon de se focaliser un peu sur cette notion de legato qui semble être le propre du chant italien ou de la langue italienne, voir un peu sur quoi il se fonde. Ça nous permettra aussi de passer en revue quelques problèmes, disons, théoriques, quelques terminologies qu'il me paraissait utile de reprendre. Alors, en fait, l'italien n'est pas vraiment une langue qui fonctionnerait, par exemple, sur le modèle consonne-voyelle sur une alternance parfaitement régulière, comme c'est par exemple le cas du japonais. On n'a pas du tout cela en italien. On a cela, par exemple, aussi, pour prendre une langue alors complètement ancienne et inconnue, disons, la langue que notait l'écriture linéaire A, donc avant l'arrivée des Grecs, cette sorte de pré-hellénique, est une langue qui visiblement fonctionnait par ta, te, ti, to, tu, da, de, di, do, do, ma, me, mi, mo, mu, donc uniquement des syllabes avec une consonne, une voyelle, et aucun moyen, c'est pour ça que je donne cet exemple parce qu'il est intéressant, aucun moyen de faire tra ou de faire bra ou gla. Je ne peux pas faire des rencontres de consonnes, donc je ne peux pas faire des consonnes, des syllabes fermées. Je suis obligé de faire des syllabes ouvertes un peu comme en japonais. Cette écriture, qui notait donc une langue qu'on ne sait pas déchiffrer, a été reprise en grec. Ça a donné le linéaire B. C'est sur des petites tablettes d'argile. Ce n'est pas du tout le grec comme on a l'habitude de l'écrire maintenant. Pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que ça n'est donc pas du tout adapté au grec. Et par exemple, si vous voulez mettre Socrates, le nom de Socrate, vous devez dire Socorate, parce que vous ne pouvez pas écrire le S final, parce que vous pouvez pas faire cre. Enfin, c'est très compliqué d'adapter cette écriture à la langue qu'il est censé soutenir et faire communiquer. Donc tout ça pour dire que l'italien, lui, n'est pas une langue de ce type-là, n'est pas une langue du type consonne-voyelle, consonne-voyelle. Il est plutôt une langue qui peut faire des suites de voyelles, nous y reviendrons parce que c'est très important dans le legato, et aussi une langue qui a un certain nombre de syllabes fermées, donc de type consonne-voyelle, consonne. À propos de fermeture, j'en profite pour systématiser quelque chose que j'avais dit à un certain cours, mais tout le monde n'était pas là, c'est qu'il y a donc en ce qui nous concerne pour le moment, il y a trois manières, trois lieux dans lesquels nous parlons, trois sujets pour lesquels nous parlons de fermeture par opposition à une ouverture. Il y a donc celui qui nous intéressait maintenant, de savoir si une syllabe est fermée ou ouverte, consonne, voyelle, consonne, si elle est fermée ou ouverte, si c'est que voyelle, ou bien consonne, voyelle, suivi par de nouveau consonne, voyelle, etc. Donc ça, c'est l'ouverture de la syllabe. Il y a une toute autre acception, une toute autre utilisation de la notion de fermeture, c'est l'opposition lexicale sur les mots, donc, entre classe ouverte et classe fermée. Les mots de classe ouverte sont ceux qui peuvent, si l'on veut, être l'effet de néologisme, dont on peut augmenter le nombre dans la langue. Il s'agit de verbes, d'adjectifs, etc., de noms, de substantifs donc, qui peuvent donc la plupart du temps porter l'accent, alors que les mots de classe fermée, comme les prépositions, comme le lalé, les articles, les déterminants, ces choses-là sont la plupart du temps dépourvues d'accent. C'est en cela que c'est intéressant d'opposer, pour ce qui nous concerne, donc dans la phonétique, la notion de classe ouverte par opposition à classe fermée. Si l'on prend la troisième acception qui peut nous intéresser de fermeture ou d'ouverture, on devrait plutôt parler d'aperture. En fait, le degré d'aperture, c'est le caractère ouvert ou fermé, plus ou moins ouvert ou plus ou moins fermé des voyelles. Donc un I est une voyelle très fermée, un E est une voyelle fermée, un E est une voyelle ouverte, et puis un A est une voyelle si on veut garder un son antérieur plutôt, pas trop A. Un A est une voyelle très ouverte. Voilà donc pour ces trois acceptions, il est utile de se le rappeler, ces trois acceptions de la notion de fermeture par opposition à une notion d'ouverture. Je poursuis mon petit tour d'horizon pour vous rappeler quelques notions par-ci par-là. Donc cette notion d'ouverture et de fermeture
en ce qui concerne le degré d'aperture des voyelles, est une notion pertinente. On dit qu'elle est pertinente dans le sens où elle importe dans le sémantisme, dans le sens des mots. Si je dis S, je veux dire le S. La S, c'est la lettre S. Et si je dis S, je veux dire celle-là, en parlant de choses et pas de dames. Ça, c'est une question d'italien moderne. Mais voilà. Donc, j'ai un intérêt tout particulier à faire attention à ces et ouverts et fermés, au ouvert, au fermé. Et après, pour nous, évidemment, pour ce qui est de la précision phonétique, j'ai aussi intérêt à le faire juste par respect de la langue. Donc, je prends un exemple pour aller un peu plus loin. Celui de sposa, l'épouse, pour voir un peu comment on fait, pour rappeler ça, parce qu'on m'a encore posé la question l'autre jour de comment on faisait pour trouver un mot, et pour trouver l'ouverture d'un mot. Alors, je me permets de le faire. Donc, première chose, DP Online, je le répète une dernière fois, .it, vous y aurez droit donc pour l'examen. Et je trouve que c'est donc sposa avec un O ouvert. Maintenant, si je veux aller un peu plus loin, ça devient intéressant du coup, vraiment pour tout le monde. Je suis obligé de passer par la morphologie pour m'y retrouver dans le polycopier, donc dans les pages rédigées par moi du polycopier et pas seulement consultable sur DP Online. Alors, à ce moment-là, je suis obligé d'avoir deux, trois notions de morphologie. Donc, pour être très simple, on verra que pour l'allemand, c'est beaucoup plus intéressant d'aller plus loin en morphologie. Mais là, contentons-nous de choses simples. Donc, la morphologie, c'est l'étude des formes. Et par exemple, si je prends un mot comme déraciner, enlever un arbre de sa racine, l'arracher, eh bien, j'ai D plus racine plus E. Donc D est un préfixe, racine est précisément une racine ou un radical, et ER c'est la terminaison qui marque l'infinitif, en l'occurrence l'infinitif présent, et donc j'ai dans cette terminaison ce qu'on appelle un suffixe, donc préfixe, racine, suffixe. Une fois qu'on sait ça, on peut prendre d'autres exemples, un exemple d'adverbe par exemple, si j'ai vraiment, eh bien ment est le suffixe est vrai et la partie qui porte le sens du mot et donc c'est une racine en l'occurrence ou un radical. Alors si je prends donc je reviens à mon épouse, à ma sposa, sposa ou sposa. Je sais d'abord dans mon manuel, si je vais regarder à la page 17, que j'ai des mots en osa ou oso, issus du latin, de terminaison adjectivale en o long, puisqu'en latin on distinguait donc les langues des brèves, de osus en latin ou osa au féminin. Alors, on me dit que les exceptions de ces mots-là qui n'ont pas donné un O fermé sont rosa, cosa, iosa, etc. Et justement, non, pardon, pas etc., justement sposa. Et donc je ne dis pas rosa, je ne dis pas cosa, je ne dis pas iosa, je ne dis pas non plus sposa. Alors que ce sont des mots en osa. Donc première remarque, d'un point de vue morphologique, évidemment que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'épouse sposa n'est pas sp, la racine sp, plus osa, celle qui est pourvue de sp. Je ne sais pas, ça voudrait dire épine. C'est amusant d'ailleurs. Pardonnez-moi. Donc, ça n'a rien à voir. Et en l'occurrence, si on va chercher alors dans des dictionnaires étymologiques, après, si on veut en savoir plus, on peut aller voir d'où vient sposa et pourquoi le O est long en latin. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il est long pas parce que il y a un adjectif en osus ou en osa au féminin, mais parce qu'il y a un n qui est tombé. On a sponsus qui veut dire, qui est une sorte de participe passé passif du verbe spondere, pardon, avec un L long accentué, spondere. Et spondere veut dire faire un contrat. Donc, c'est celle qui a été promise, la contractée, si l'on veut, l'épouse. Et c'est donc un participe passé passif. Et de sponsa, on a passé à sposa par un allongement compensatoire suite à la chute du N. Comme dans Pâques, par exemple, on a un allongement compensatoire suite à la chute du S, dans Passe, quoi, par exemple. Hein. C'est exactement le même phénomène, mais avec N, ici. Alors pourquoi je parle de tout ça? C'est que l'étymologie ici, si on voulait regarder dans les dictionnaires, eh bien on trouverait spondere et on trouverait que le O est long suite à la chute du N et on serait donc finalement dans la même
même s'il y a une version fausse et une version juste, mais le même résultat que si l'on avait passé par le suffixe osus ou osa, à savoir que c'est un O long. Eh bien, manque de chance, ce O long n'a pas donné, contrairement à toutes les règles attendues, n'a pas donné sposa, mais sposa. Le O s'est ouvert et on ne sait pas pourquoi. Et j'avoue que je n'ai pas passé des heures à savoir pourquoi non plus. Mais donc on est obligé de s'arrêter là et de constater que ça ne marche pas toujours. On a beau savoir plein de choses, eh bien ça ne suffit pas à tout expliquer. Donc tout ça pour dire, regardez le dictionnaire, il vous donnera généralement la solution. Et puis s'il n'y a pas la solution dans le dictionnaire, allez voir le découpage morphologique tel qu'il vous est présenté très souvent dans de nombreuses pages du polycopier. Et puis, si cela ne suffit pas, essayez de voir l'étymologie si vous avez du temps, ou de taper sur internet en voyant s'il y a des étymologies par exemple en mettant le mot et essayer de comprendre comment ce mot s'est formé et s'il y a un article sur le fait que c'est bizarre que le O se soit ouvert ou pas. Ça, je n'ai pas trouvé, mais vous voyez que même quand on cherche, même quand on prend du temps, on ne trouve pas systématiquement des solutions à tous ces problèmes, et donc la phonétique reste complexe, reste assez insondable, même si on y passe passablement de temps. Il n'est donc pas toujours aisé de trouver de la cohérence diachronique, donc étymologique, ou cohérence synchronique parfois, donc dans les règles de formation d'une langue à un moment donné, à une époque donnée. Ça ne fonctionne pas toujours, on ne trouve pas toujours réponse à tout, c'est normal. Je vous rappelle, en ce qui concerne justement les pièges, l'opposition corps et amor, avec O fermé pour amor et avec A ouvert pour corps. Il y en a un autre que j'ai trouvé en relisant le polycopier. On dit feroce avec un O fermé, mais precoce avec un A ouvert. C'est d'ailleurs precoce qui est une véritable exception parce que tous les mots en oce autrement sont avec O fermé. Si je poursuis mon explicitation de la notion de legato, je dois remarquer qu'il n'y a pas de coup de glotte en italien. Il n'y a pas de comme ça de petits sons du larynx avant chaque voyelle. Ce n'est pas le cas des langues germaniques, nous le verrons. Et ça ne devrait pas vraiment être le cas non plus en français, même si on l'utilise beaucoup, ce coup de glotte. Et puis, enfin, autre trait qui porte, disons, le legato du point de vue vocalique. On pourrait parler d'un legato consonantique, en parlant notamment des assimilations très nombreuses en italien, comme dans ancora, à l'intérieur du mot, ou bien à l'extérieur du mot, dans des exemples comme confurio, avec furio. Voilà, donc ces assimilations, lo sgelo par exemple, comunismo, tout cela, ce sont des assimilations qui entrent, disons, dans une vision liée, donc legato de la langue, mais je parle ici plutôt des voyelles. Un trait caractéristique de l'italien et des langues romanes en général, et donc pas des langues germaniques, pas de l'allemand, pas de l'anglais, c'est de ne pas avoir de son relâché, de ne pas avoir de et, de ne pas avoir de à la place du ou, d'avoir de o, une sorte de o, etc. Good night et pas good night et ce genre de choses, d'avoir mit der Straßenbahn par exemple en allemand et pas mit. Ces oppositions-là n'existent pas en italien. Et généralement en allemand par exemple, elles arrivent, pas toujours évidemment, nous verrons des règles, mais elles arrivent notamment quand le son en question n'est pas sous l'accent, comme dans Königin. Les deux i de Königin sont et parce qu'ils sont relâchés, parce qu'ils sont en position non accentuelle. Il est vrai que quand on chante, on doit de toute façon les faire porter et être capable de chanter Königin en trouvant un e qui est pas tout à fait i, mais qui est pas trop e non plus. Qui ne devient pas un et évidemment la notion de chant, enfin l'activité de chant change un tout petit peu les choses ou les précise, c'est-à-dire qu'on peut avoir un son relâché du point de vue de la phonétique qui n'est pas un son relâché du point de vue de la tonicité vocalique que l'on donne à l'intérieur. Donc en italien, si l'on n'est pas sous l'accent, on ne change pas la voyelle. Par exemple, piano, je décide que le O, je sais que le O est un O fermé, eh bien je garde un O fermé, piano. Je ne cherche pas à faire piana, une sorte de E muet de schwa, comme ce serait par exemple le cas en français. Voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo qui nous permettait
de revoir passablement de points au travers de la notion de legato, avec le prétexte de la notion de legato donc qui nous intéressait d'un point de vue vocalique. On aurait pu s'y intéresser d'un point de vue consonantique avec tous les problèmes d'assimilation. Pour refaire notre tracé. Nous avons d'abord vu que l'italien fonctionnait par succession de voyelles, et là, nous avons encore 2-3 choses à en dire. Et puis aussi par syllabes fermées type consonne, voyelle, consonne, mais pas exclusivement dans un modèle japonisant, si on veut, du type consonne, voyelle, consonne, voyelle. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas une garantie de legato. La succession des voyelles que nous allons aborder maintenant est une garantie de legato cependant. Puis nous avons fait une digression sur donc les 3 acceptions du mot fermeture, en nous attardant passablement sur un exemple, celui de sposa, avec O ouvert, qui nous permettait de voir quelle méthode employer pour trouver les mots qui nous posaient un problème. Donc DP Online premièrement, secondement des problèmes une analyse, disons, morphologique, et finalement, si on a le temps, via Internet ou autre, une prise en compte de l'étymologie et donc du latin, voire d'autres étapes, disons, médiévales, si l'on a le temps de le faire. Et puis nous avons insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de coup de glotte en italien et pas non plus de relâchement des voyelles en position atone, en position non accentuée, contrairement à ce que l'on trouve par exemple dans les langues germaniques. Cela dit, nous avons insisté aussi sur le fait que en chant, nous avons toujours intérêt à garder une tonicité dans l'émission vocalique, que la voyelle d'ailleurs soit relâchée ou pas. Donc on chantera aussi de façon aussi tonique, si l'on veut, un E en anglais qu'un E ou un O en italien. Un E doit savoir être long aussi. Donc il n'y a pas, ça n'est pas parce qu'une langue a des phonèmes relâchés qu'ils doivent être chantés de manière relâchée. C'est la même chose pour le E muet en français. Il faut quand même qu'il sonne avec la durée qui lui est attribuée. Voilà, et terminons donc par les voyelles. Alors, une voyelle est longue pour autant qu'elle soit sous l'accent. Si elle est accentuée, elle est donc longue. Et toute voyelle, dans ce cas-là, va être longue, sauf si elle est suivie de 2 consonnes. Là, on pourrait encore douter. Certains linguistes, et d'ailleurs c'est le cas dans mon polycopier, j'ai dit que dans le cas où une voyelle est accentuée, mais qu'elle est suivie de 2 consonnes, elle n'est pas si longue que ça, mais c'est la totalité de la syllabe qui est longue. Là, je vous laisse encore libre sur la chose parce que ça n'est pas si clair. Mais il vaut mieux prononcer aussi une voyelle longue lorsqu'il y a 2 consonnes, je vous avais dit, pour pas que ça sonne trop germanique. Donc tutto, pensez à garder un ou bien long avant de prononcer le double T et ne pas faire tutto, pas se bloquer soi-même la parole, se couper la parole par la présence d'une double consonne. Donc voilà, une voyelle longue pour un accent, c'est une chose déjà admise. Maintenant, la deuxième chose, c'est que les voyelles longues parfois sont notées longues, donc avec 2 points, pour les opposer à une voyelle plus courte, et c'est donc le cas des polyphtongues, c'est-à-dire des rencontres de voyelles, que ce soit à l'intérieur d'un mot ou entre 2 mots. Alors dans les polyphtongues, nous avons les diphtongues, nous avons les triphtongues et nous avons les quadriphtongues, et puis plus s'il faut, mais c'est très rare. Dans les diphtongues, nous le savons déjà, on l'a vu 50 fois, les diphtongues ascendantes, genre piu, et les diphtongues descendantes, genre mai. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, ce qu'il faut noter peut-être du point de vue, juste rappeler, c'est que quand on emploie un y ou un w en début de diphtongue, alors c'est un j, alors c'est un w, mais ça n'est pas un i super court ou un i, disons, à moitié court avec la colline en bas ou la colline en haut, peu importe. Dans ces cas-là, c'est un j ou un w, donc c'est l'approximante qui entre en jeu, ce qui est un cas un peu particulier donc pour le i et pour le ou. Voilà. Notons aussi que dans les triphtongues, question de notation, et dans les quadriphtongues, dès qu'on a un son court, soit il est y, j, soit il est w,
ou, mais autrement, ce sont des super courtes, donc avec la colline en haut, le petit bol en fait plutôt en haut, parce que il faut, la place est réduite pour accueillir un grand nombre, disons, de voyelles. 4 mots à rappeler. La possibilité de compter 2 notes ou 2 syllabes, disons, dans une succession de voyelles à l'intérieur d'un mot, qu'on appelle la diérèse, c'est-à-dire précisément, si je dis diérèse en français, je fais un nombre de syllabes supérieur à si je dis diérèse. La mouette ou la mouette, pour prendre des exemples français, j'ai ce choix en italien, et cette diérèse s'oppose à la synérèse, donc qui correspondrait à mouette au lieu de mouette. Exactement ce que nous avons vu par exemple pour quiete dans l'exemple de Verdi, qui pouvait se prononcer quiete ou quiete, avec 2 approximantes, ce qui est assez particulier d'ailleurs. C'est dans ma cuisine. Maintenant, l'opposition diérèse-synérèse à l'intérieur d'un mot se retrouve, lorsqu'elle est à l'extérieur d'un mot, c'est-à-dire entre 2 mots, se retrouve sous une autre dénomination, à savoir celle de dialephe par opposition à synalephe. Donc, amato, amor, à ce moment-là, le OA peut être soit amato amor avec des notes différentes, soit amato amor sur la même note, OA, et à ce moment-là, si c'est sur la même note, j'ai une synalephe, et c'est la plupart du temps le cas en italien, et parfois donc j'ai une dialephe. Ce sont pour des raisons poétiques, de métrique, de compte des syllabes, que l'on fait un choix plutôt que l'autre. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.